vais reprendre ici quelques notions de base en chimie qui posent souvent problème. La stoichiométrie d'une réaction, l'avancement et le bilan de matière. Alors la première chose, c'est de bien comprendre ce qu'est une réaction chimique. Alors une réaction chimique, c'est une transformation de la matière, c'est-à-dire qu'on a des espèces chimiques qu'on appelle les réactifs qui réagissent ensemble et qui se transforment en d'autres espèces chimiques qu'on appelle les produits. Alors cette réaction ne se fait pas instantanément, ça prend du temps, et donc on a progressivement les réactifs qui se transforment en produits. Pour traduire ceci, on utilise ce qu'on appelle une équation chimique, donc qui n'a rien à voir avec une équation en mathématiques. Donc dans cette équation chimique, on indique la formule des réactifs et la formule des produits. Et il faut qu'elle soit ajustée pour être correcte, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle rende compte de ce qu'on observe expérimentalement, à savoir que les éléments se conservent et la charge électrique se conserve aussi. Donc ça, c'est indiqué par des nombres entiers qu'on va placer devant les formules et qu'on appelle des nombres stoichiométriques. Alors voyons un exemple de suite. On va prendre du dihydrogène, formule H2, qui réagit avec du dioxygène pour former de l'eau. Alors, les nombres stoichiométriques ici sont les suivants. Pour l'élément hydrogène, on voit qu'il y en a 2 ici, c'est bon. Et pour l'oxygène, il y en a 2 ici, donc il faut 2 fois ici. Et du coup, ça me fait 4 fois l'hydrogène, donc 2 ici. Alors, ces nombres stoichiométriques indiquent autre chose, et c'est justement ce qui va nous intéresser ici. Ils indiquent les proportions dans lesquelles réagissent les réactifs et les proportions dans lesquelles se forment les produits. Donc par exemple ici, pour les réactifs, on a le nombre 2 ici et 1 ici, qu'on n'écrit pas. Ça veut dire que lorsque 2 moles de H2 disparaissent, parce qu'elles réagissent avec O2, alors on a 1 mole de O2 qui disparaît, et il se forme 2 moles de H2O. Donc il est consommé 2 fois plus de H2 par rapport au dioxygène, et il se forme autant de H2O qu'il a disparu de dihydrogène. Alors ceci peut être traduit par une relation très simple, qui est la suivante. La quantité de matière de H2 qui disparaît divisé par le nombre stoichiométrique 2 est égale à la quantité de matière de O2 qui disparaît sur le nombre stoichiométrique 1, et c'est égal aussi à la quantité de matière de H2O qui se forme divisé par le nombre stoichiométrique 2. Alors quelques remarques ici. Donc ces relations ne concernent que les quantités de matière. Elles ne sont pas du tout valables pour les volumes et pour les masses, par exemple. Et elles ne concernent en particulier que les quantités de matière de réactifs disparus et de produits formés. Si on écrit par exemple cette relation pour les quantités de matière qui sont présentes à un instant donné en H2 et en O2 et en H2O, ça serait faux. Donc il faut vraiment bien prendre conscience que cette relation n'est vraie que si, pour les réactifs, on parle des quantités disparues et pour les produits, des quantités formées. Deuxième remarque, ces raisonnements qu'on va faire ne concernent que les quantités de matière. Ça veut dire qu'il faut savoir déterminer une quantité de matière et la relier aux masses et au volume dans toutes les situations. Donc, je vais faire une petite parenthèse ici pour rappeler ça rapidement.
Dans le cas où on a un solide, en général c'est la masse qui est donnée, donc quelle est la relation entre la masse et la quantité de matière? Bon, c'est la suivante, petit n, la quantité de matière est égale à la masse divisé par la masse molaire. Dans le cas où on a un liquide, alors je parle d'un liquide pur, on verra après le cas de la solution. Donc pour un liquide pur, il y a deux étapes. En général, pour un liquide pur, on va donner le volume. Donc à partir de ce volume, il faut déterminer la masse. Et ensuite, une fois qu'on a la masse, on détermine la quantité de matière. Donc pour avoir le volume, enfin à partir du volume, pour avoir la masse, on utilise la relation qui définit la masse volumique, ρ égale m sur v. Donc j'en déduis la masse m égale ρ fois v. Et ensuite la quantité de matière par cette masse divisée par la masse molaire. Troisième situation possible, une solution, bon, on va dire soluté en solution. Dans ce cas-là, ce qu'on va donner, c'est le volume et la concentration du soluté en solution. Donc pour avoir la quantité de matière, on l'aura en utilisant la relation M égale C fois V. Et enfin, pour un gaz, il y a deux relations possibles. Celle qui fait intervenir le volume molaire, donc Vm égale V sur N, ce qui veut dire N égale V sur Vm. Ou alors la relation du gaz parfait, pression fois volume égale quantité de matière fois la constante des gaz parfaits fois la température, ce qui nous permet d'avoir N égale PV sur RT. Bon voilà, je ferme cette parenthèse pour calculer les quantités de matière, donc c'est une étape vraiment nécessaire pour arriver à la fin des raisonnements. Dernière remarque très importante aussi, les notations. Donc au cours d'une réaction chimique, on a des réactifs qui se transforment en produits. Donc il est très important de bien préciser de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un réactif, d'un produit, dans quel état? Alors pour commencer, pour distinguer les notations entre produits et réactifs, on va préciser la formule entre parenthèses. Par exemple ici, quand j'ai mis N entre parenthèses H2, je précise bien que je parle de la quantité de matière de H2, et ici pour O2 et H2O. Deuxièmement, on s'intéresse à plusieurs situations au cours d'une réaction chimique. Il y a l'état initial, qui est l'état dans lequel les réactifs sont mis ensemble, mais la réaction n'a pas encore commencé. Dans ce cas-là, on va mettre un indice 0 à côté du N, pour préciser qu'on parle de l'état initial. Dans un état quelconque, en cours de réaction, on ne mettra pas d'indice. Dans l'état final, qui est l'état pour lequel la réaction est terminée, elle ne se produit plus, on mettra un indice F. Donc en résumé, on aura N0 entre parenthèses, la formule de l'espèce chimique dont on parle. On peut avoir N de X qui indique la quantité de matière à un instant donné quelconque en cours de réaction. N indice F de X qui indique la quantité de matière de l'espèce chimique X dans l'état final. Et il y a aussi, comme je l'ai indiqué ici, la quantité de matière pour un réactif ou un produit qui a disparu ou qui s'est formé. Donc voilà, il est vraiment important de bien distinguer toutes ces notations pour bien préciser de quoi on parle. Alors, dans une deuxième partie, on va parler de l'avancement d'une réaction chimique. Alors, on va s'intéresser à une réaction dont l'équation est la suivante. Donc, petit a grand A plus petit b grand B donne petit c grand C plus petit d grand D.
Donc, de façon très générale, pour toute équation chimique, on peut écrire une relation très simple entre les quantités de matière de réactifs qui disparaissent et les quantités de matière de produits qui se forment. C'est ce que j'ai fait dans cet exemple ici, que je vais généraliser ici. Donc on obtient la quantité de matière de A qui disparaît sur petit a, qui est égale à la quantité de matière de B qui disparaît sur petit b, qui est égale à la quantité de matière de C qui se forme sur petit c, et qui est égale à la quantité de matière de D qui se forme sur petit d. Et en fait, c'est cette relation très générale qui définit ce qu'on appelle l'avancement de la réaction chimique. Donc, égal, par définition, X. Alors, quelle est la signification de cet avancement de la réaction? Bien, tel qu'il est défini, X, on voit qu'il indique l'état d'avancement de la réaction, d'où son nom, en l'exprimant sous la forme d'une quantité de matière transformée. Cette quantité de matière transformée, on voit qu'elle est proportionnelle aux quantités de réactifs disparus et de produits formés, les coefficients de proportionnalité étant les nombres stoichiométriques. Alors, pour que ça soit bien clair, on va les écrire ici. Donc, par définition de X, on peut écrire que la quantité de A qui disparaît est égale à A fois X. La quantité de B qui disparaît à un instant donné est égale à B fois X. La quantité de matière de C qui se forme est égale à C fois X. Et la quantité de D qui se forme est égale à D fois X. Donc ça veut dire que si on connaît X à un instant donné, on peut déterminer toutes les quantités de matière de réactifs qui ont disparu à cet instant-là et les quantités de matière de produits formés à ce moment-là. Alors si on reprend l'exemple précédent, supposons que la réaction se trouve dans un état où l'avancement X est égal à 1 mol. À cet instant-là, cette relation permet d'écrire que la quantité de matière qui a disparu en H2 est égale à 2 fois X, donc 2 fois 1 mol, c'est-à-dire 2 mol. Toujours à cet instant-là, la quantité de O2 qui a disparu est égale à 1 fois X, donc ici 1 fois 1, ça fait 1 mol, et la quantité de H2O qui s'est formée est égale à 2 fois X, donc 2 fois 1, 2 mol. Voilà. Donc lorsque X est égal à 1 mol à un instant donné, eh bien, N de H2 qui a disparu est égal à 2 mol, N de O2 qui a disparu 1 mol, et il s'est formé 2 mol de H2O. Alors comment évolue X, l'avancement, au cours de la réaction? Dans l'état initial, la réaction n'a pas encore commencé, donc intuitivement, on a tendance à se dire que cet avancement est nul. Et effectivement, c'est bien le cas. Si on regarde cette relation, dans l'état initial, il n'a pas encore disparu de réactif et il ne s'est pas encore formé de produit. Donc on a bien X égale 0. Dans l'état initial, X égale 0. Dans un état quelconque, à un instant donné, on va noter en cours de réaction, on a une valeur X qui est plus nulle, X augmente. Et comme le dit cette relation, en cours de réaction, la quantité de réactifs qui disparaît est de plus en plus grande et la quantité de produits qui se forment est elle aussi de plus en plus grande. Les réactifs se transforment en produits. Donc ça veut dire que X augmente au cours de la réaction. Donc X est une grandeur croissante en fonction du temps. On va représenter comme ça. X augmente jusqu'à quand? Jusqu'à ce que
un des deux réactifs soit totalement consommé. À ce moment-là, la réaction ne peut plus se poursuivre, elle s'arrête, et donc X a atteint sa valeur finale, qui est une valeur maximale. Donc dans l'état final, X a atteint sa valeur finale qui est maximale, qu'on va noter X max, ou de façon plus courte, XM. Et lorsque la réaction est terminée, le réactif qui a totalement disparu est appelé le réactif limitant, et l'autre est appelé réactif annexé. Et si on se trouve dans le cas où les deux réactifs disparaissent totalement en même temps, on dit que les deux réactifs sont limitants, et donc on les a initialement introduits dans les proportions stoichiométriques. Alors voyons maintenant comment on détermine la valeur de XM et le réactif limitant. Donc pour ça, on va construire ce qu'on appelle un tableau d'avancement. Et dans ce tableau, on va indiquer littéralement les quantités de matière dans trois situations différentes, donc l'état initial, un état quelconque en cours et l'état final. Avant ça, on va voir comment s'expriment les quantités de matière pour un instant quelconque. Alors par exemple, pour un réactif, on raisonne de la façon suivante. On va dire que la quantité de matière d'un réactif, donc je vais prendre pour A, donc sans indice, un état quelconque en cours de réaction, cette quantité de matière est égale à la quantité de matière qu'il y avait initialement, donc dans l'état initial, ce que je vais indiquer par N0 de A. Donc à un instant donné, c'est égal à ça, moins ce qui a disparu à cet instant-là. Donc moins N de A qui a disparu. Or, par définition de l'avancement, la quantité de matière de A qui disparaît est égale au nombre stoichiométrique correspondant fois X. Donc cette relation devient N0 de A moins A X. Et donc on voit que la quantité de matière d'un réactif à un instant donné s'écrit simplement en fonction de la quantité de matière initiale et de X. Pour l'autre réactif, même raisonnement, on a la quantité de matière de B à un instant donné qui est égale à la quantité initiale de ce réactif, N0 de B, moins ce qui a disparu à cet instant-là, donc N de B qui disparaît. Or, N de B par définition de X, N de B qui disparaît, c'est égal au nombre stoichiométrique B fois X. Donc on obtient ici N de B à l'instant T est égal à la quantité initiale en B moins ce qui a disparu, B fois X. Et dans le cas d'un produit, alors, même type de raisonnement, la quantité de matière en C à un instant donné est égale à ce qui était présent initialement, donc N0 de C, plus, parce que c'est un produit ici, ce qui s'est formé à cet instant-là, donc N de C formé. Alors, en général, la quantité initiale de produit est nulle. On va se placer dans ce cas-là. Donc on va prendre ça égal à 0, c'est le cas le plus courant. Donc à un instant donné, la quantité de C qui est présente dans mon mélange est égale uniquement à la quantité de C qui s'est formée à cet instant-là. Et pour le produit D, même chose. On obtient que cette quantité de matière à un instant donné est égale à la quantité de D qui s'est formée. Bon voilà, c'est ça qui va nous aider à remplir le tableau d'avancement que je vais construire immédiatement. Alors, voilà comment on construit ce tableau, l'équation de la réaction, les trois états, état final que je mettrai après, et
Donc là, on mettra l'expression de l'avancement. Donc dans chacune de ces cases, ici, on va noter littéralement l'expression de la quantité de matière correspondante. Alors dans l'état initial, l'avancement est nul, x égale 0. Donc la réaction n'a pas encore commencé. Donc on ne tient pas compte de x ici. Qu'est-ce qui est présent en réactif A dans l'état initial? Ce qu'on apporte dans le mélange, donc la quantité initiale N0 de A. Donc X n'intervient pas du tout ici, et l'équation non plus, puisque la réaction n'a pas encore commencé. Pour le réactif B, même chose, la quantité qui est présente dans l'état initial, c'est ce qu'on apporte, N0 de B. On a dit qu'on se plaçait dans le cas le plus fréquent, donc dans l'état initial, les produits ne se sont pas encore formés, donc il n'y a rien en C et il n'y a rien en D. En cours de réaction, l'avancement à la valeur x, qui est croissante, la quantité de matière présente à un instant donné en A. Je vais la noter comme ça. N de A, sans indice, est égal à la quantité de matière initiale moins ce qui a disparu, et on a montré tout à l'heure que c'était égal à N0 de A moins le nombre stoichiométrique fois x, donc moins AX. Pour B, même chose, à un instant donné, la quantité de matière de B, qui s'écrit comme ça, est égale à la quantité de matière initiale en B, moins ce qui a disparu, et qui s'écrit nombre stoichiométrique fois x. Concernant les produits, la quantité de matière en C, à un instant donné, qui s'écrit comme ceci, est égale à la quantité de matière en C qui s'est formée, on l'a montré. D'après cette relation, c'est égal à C fois X. Même chose pour la quantité de matière en D, qui s'écrit comme ceci. Elle est égale à la quantité de matière de D qui s'est formée. D'après la définition d'avancement, ça donne D fois X. Troisième ligne du tableau, on écrit les quantités de matière que l'on a dans l'état final. Donc dans cet état, x a augmenté jusqu'à atteindre la valeur maximale, xm. Alors que valent les quantités de matière? L'expression reste la même, sauf que x a atteint sa valeur maximale, et donc on n'a qu'à recopier ça en remplaçant x par xm. Ce qui donne ceci. Alors pour les notations, on va noter n indice f de A, la quantité de matière de A dans l'état final, qui est égale à la quantité de matière initiale en A, moins ce qui a disparu dans l'état final, qui est A xm. Même chose pour B, la quantité de matière dans l'état final de B est égale à la quantité de matière initiale en B, moins ce qui a disparu dans l'état final B fois xm. Pour les produits, la quantité dans l'état final de C est égale à C fois xm. Et enfin, la quantité de matière dans l'état final pour D est égale à D fois xm. Voyons maintenant comment on détermine le réactif limitant et la valeur de xm. Alors le réactif limitant est le premier réactif qui disparaît totalement, et la valeur de x à ce moment-là, c'est xm. Pour le déterminer, on va chercher les différentes valeurs possibles de xm qui correspondent à chacun des réactifs qu'on va supposer limitant. Donc par exemple, si on suppose que A est le réactif limitant, on aura dans l'état final cette quantité de matière qui est nulle. Donc je l'écris, N0 de A moins AXM égale 0. Et si c'est B qui est limitant, on aura cette quantité de matière là dans l'état final qui est nulle. Donc on a ça, ou N0 de B moins BXM égale 0. Donc ça conduit à deux valeurs possibles de XM.
Donc soit xm est égal à n0 de A sur petit a, soit xm égale n0 de B sur petit b. Et la bonne valeur de xm parmi les deux possibles, c'est la plus petite. Et la valeur de xm indique quel est le réactif limitant, c'est celui qui correspond à cette valeur-là. Alors, pour déterminer les valeurs de xm, évidemment, il faut avoir déterminé les quantités initiales en B et en A, ce qu'on détermine à partir des relations qui lient les quantités de matière, les masses, les volumes que j'ai rappelés précédemment. Une fois que xm est déterminé, on peut faire ce qu'on appelle un bilan de matière dans l'état final, c'est-à-dire déterminer la composition du système chimique dans l'état final. C'est la dernière partie. Alors je n'ai même pas à les écrire puisqu'elles sont déjà ici. Dans l'état final, voilà les quantités de matière qu'on trouve dans le système chimique. Alors si A est le réactif limitant, cette quantité de matière-là fait 0. Il va rester une certaine quantité en B, qui est donc le réactif annexé, et qu'on va calculer grâce à cette relation-là. On connaît xm, on connaît n0 de B, on fait ce calcul, et on trouve la quantité de matière qui reste en réactif annexé. En remplaçant par la valeur de xm ici, on calcule la valeur de la quantité de matière de C dans l'état final, et ici, on calcule la valeur de la quantité de matière dans l'état final du produit